On raconte qu'elle n'a jamais levé la voix, et pourtant, des royaumes entiers se sont inclinés. Pas par la force, par le regard. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire d'amour, c'est une méthode, une stratégie si silencieuse que personne n'a vu son ascension commencer. Et pourtant, elle avait déjà gagné. On raconte qu'avant de devenir un visage reconnaissable dans les capitales du monde, elle ne portait pas de nom, pas vraiment. Elle se faisait appeler l'ambassadrice, la dame de l'Est, ou encore la fille au voile rouge. Personne ne savait d'où elle venait. Aucun registre, aucune famille, aucun lieu d'origine certain. Comme si elle avait été modelée par le destin lui-même. Les premiers témoignages d'elle proviennent des cafés enfumés de Bucarest, où les hommes de pouvoir se rassemblaient pour discuter de contrats secrets. Elle ne disait presque rien, elle observait, mais chaque regard qu'elle offrait valait une promesse de pouvoir, de reconnaissance, d'éternité. Ce n'était pas sa beauté qui captivait, bien qu'elle fût d'une élégance impossible à décrire, c'était sa présence. Les conversations se taisaient quand elle entrait. Les vers cessaient de teinter. Même les plus orgueilleux se trouvaient maladroits en sa présence. Elle savait écouter, surtout les silences. Elle y comprenait les failles. Elle lisait dans les ambitions comme dans un livre ouvert. Ce fut à Bucarest qu'elle prononça pour la première fois une phrase qui plus tard serait attribuée à elle dans des cercles diplomatiques très fermés. Le monde n'appartient pas à ceux qui hurlent, mais à ceux qui savent faire croire qu'ils murmurent. À partir de là, les rumeurs se propagèrent. Certains dirent qu'elle provenait d'une lignée de conseillères royales. D'autres affirmèrent qu'elle avait étudié dans des monastères fermés où l'on enseignait l'art de manipuler les foules. Quelques-uns, plus audacieux, parlèrent d'une société secrète, l'ordre des visages cachés, un cercle ancien spécialisé dans l'influence invisible. Mais la vérité est que personne ne savait. Ce que l'on sait, c'est qu'à partir de ce moment, tous ceux qui la rencontrèrent virent leur avenir changer, en bien ou en ruine. Et cette ascension ne faisait que commencer. Personne ne sait à quel moment précis elle quitta Bucarest. Les témoignages se confondent, les dates glissent comme du sable entre les doigts. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'on la vit ensuite à Venise, puis à Alexandrie, et enfin à Tanger, les trois carrefours où le pouvoir ne s'affiche jamais directement, mais circule en informations, en faveurs, en secrets achetés et vendus dans l'ombre. À cette époque, elle comprit une loi fondamentale du pouvoir. Ce qui est dit est faible, ce qui est tu es indestructible. C'est alors qu'elle fut introduite dans ce que certains historiens nomment le cercle des marchands de silence. Une société composée de diplomates déchus, de chroniqueurs anonymes et d'anciens eunuques de cour. Tous possédaient quelque chose qu'ils ne pouvaient jamais perdre, une mémoire impossible à effacer. Le rituel d'entrée était simple, on ne posait aucune question. On répondait seulement par des regards. Ce cercle lui enseigna la véritable valeur d'un secret. Pas sa révélation, mais sa gestion. Un secret ne doit pas être dévoilé. Il doit être situé, dosé, laissé planer. Un murmure qui circule au bon endroit, au bon moment, vaut plus qu'une armée. Elle apprit à orchestrer l'imaginaire des autres, à faire croire que chacun venait à elle de son plein gré, que tout était choix, alors que chaque choix avait été préparé par elle. On raconte qu'un dignitaire ottoman, célèbre pour sa cruauté, tenta de la contraindre à lui révéler ses méthodes. 3 semaines plus tard, il annonçait publiquement qu'elle était son plus précieux conseiller, sans qu'elle n'ait jamais levé la voix. Ce fut la première fois que son nom, ou ce qui se rapprochait d'un nom, fut prononcé dans les journaux diplomatiques. La dame qui parle sans parler. Elle ne possédait alors ni terre, ni armée, ni fortune héritée. Mais elle détenait quelque chose de beaucoup plus dangereux. L'attention mondiale commençait à se tourner vers elle, et elle n'en était qu'au début. Elle comprit très tôt que le regard était une arme bien, plus précise que la parole. La voix persuade, le regard modèle. Il sculpte sans geste apparent la perception que l'autre a de lui-même. Et celui qui modifie la perception d'autrui possède déjà le pouvoir.
À Vienne, où les salons bruissaient de rumeurs politiques, elle fut invitée chez la comtesse Rosenthal, une femme réputée pour tester la force des caractères. Les convives furent surpris par l'attitude de la dame au voile rouge. Elle ne parlait presque pas. Elle observait les mains, les pauses, les silences. On aurait dit qu'elle lisait les pensées par les respirations. Et un phénomène étrange se produisit. Plus elle se taisait, plus les autres parlaient. Plus ils parlaient, plus ils se dévoilaient. Et plus ils se dévoilaient, plus ils devenaient vulnérables. Là résidait son génie. Elle ne cherchait pas à briller. Elle créait l'espace dans lequel les autres se perdaient eux-mêmes. Un diplomate français, témoin de la scène, écrivit plus tard dans son journal « Elle ne séduit pas. Elle vous laisse vous séduire par l'idée que vous avez d'elle. C'est pire. » Dès lors, elle adopta une règle simple, mais implacable. Ne jamais corriger ce que l'on dit d'elle, seulement amplifier par le silence. Car celui qui se défend reconnaît la nécessité d'une défense. Celui qui se tait laisse croire qu'il est au-dessus du débat. Ce fut le début de sa légende. Plus on tentait de la définir, plus elle devenait insaisissable. Et l'insaisissable attire comme un abîme. Lorsque son nom commença à circuler dans les ambassades, elle comprit qu'une rumeur bien placée valait 1000 discours. Alors, elle créa une histoire d'elle, suffisamment floue pour être interprétée, mais suffisamment forte pour être mémorisée. On la disait orpheline, puis héritière, puis élève d'un ordre mystique, puis espionne. Elle ne confirma jamais rien, elle ne nia jamais rien. Elle fit quelque chose de plus subtil. Elle rit parfois quand on évoquait ses récits. Un rire léger, doux, presque compatissant. Et ce rire figeait tout, car un rire qui ne contredit pas la confirme. Peu à peu, l'Europe aristocratique se persuada qu'elle possédait un savoir ancien, quelque chose qui venait d'avant les royaumes, d'avant les dynasties, d'avant les couronnes. Non pas une science, un art. Dans un monde où les nobles mouraient pour être remarqués, elle choisit la retenue comme épée. Chaque robe, chaque couleur, chaque apparition était pensée comme un chapitre d'un livre vivant. Elle n'était plus une femme, elle devenait un symbole. Et les symboles ne meurent pas. Les alliances visibles sont fragiles, les alliances invisibles sont inaltérables. Elle lia ses premiers pactes non avec des rois, mais avec des bibliothécaires, des copistes, des intendants. Ceux qui voient, entendent, transmettent. Elle ne cherchait pas les figures centrales. Elle cherchait ceux qui approchent les figures centrales. On la vit offrir des cadeaux modestes, mais choisis avec une précision effrayante. Un livre introuvable, une bague réparée discrètement, une lettre écrite au bon moment. Nul grand geste, seulement des gestes inoubliables. À partir de là, quelque chose changea. Quand elle entrait dans une salle, la nouvelle de son arrivée précédait déjà son pas. Elle n'était pas seulement attendue, elle était préparée. Et lorsqu'un souverain cherche conseil, il consulte ceux qui murmurent dans son ombre. Elle y régnait déjà. On croit que le don est un geste pur, un élan du cœur. Mais elle avait compris la vérité, la plus ancienne des relations humaines. Celui qui reçoit se souvient plus longtemps que celui qui offre. Et cette mémoire est une laisse invisible. Elle n'offrait jamais quelque chose de banal. Elle offrait ce que l'autre avait tenté toute sa vie d'oublier ou de retrouver. À un diplomate humilié dans sa jeunesse, elle offrit une lettre de pardon écrite de la main de celui qui l'avait trahi. À une femme abandonnée, elle offrit un miroir ancien qui ne reflète pas le passé mais ce qu'il reste à devenir. À un prince, elle rendit le journal de sa mère, disparu depuis 20 ans. Comment résistait-on à cela? Ce ne furent pas des objets, mais des réparations, des cicatrices refermées, des histoires achevées. Et quand quelqu'un guérit grâce à vous, il ne vous doit pas seulement de la gratitude, il vous doit son propre retour à la vie. Dès lors, les hommes les plus impénétrables lui ouvrirent leurs secrets. Les femmes les plus fières lui confièrent leurs peines. Les ennemis les plus prudents la laissèrent s'asseoir près d'eux, car on ne trahit pas celui qui a vu votre vérité. Le don n'était pas un cadeau, le don était une claire promesse de loyauté. Toute influence finit par inquiéter.
Et l'inquiétude appelle toujours la confrontation. Elle savait que le moment viendrait où l'admiration deviendrait suspicion. Plutôt que de l'attendre, elle décida de le provoquer, mais à ses conditions. Un ministre fut disgracié dans un royaume voisin. Les journaux murmurèrent que ses décisions avaient été guidées par une femme inconnue. On chuchota son nom. Les caricatures apparurent. Certains la disaient sorcière, d'autres tentatrice, d'autres encore agents de puissances étrangères. Elle ne dit rien, et ce silence fut son triomphe, car se défendre, c'est reconnaître l'accusation. Se taire, c'est la transformer en légende. Les foules s'enflammèrent, les ambassadeurs spéculèrent, les rois s'interrogèrent. Comment une seule femme pouvait-elle faire tomber un ministre? Et, dans cette question, elle gagna un pouvoir nouveau, le pouvoir de l'ombre. Elle devint dangereuse, et le danger fascine. Les cours cessèrent de la juger. Elles commencèrent à l'étudier. Lorsque la politique atteint ses limites, le sacré commence. Elle le savait. Alors, elle se mit à apparaître dans les lieux où l'on prie, où l'on pleure, où l'on espère, les lieux où l'âme se dénude. On la vit devant des reliques, on la vit dans des monastères, on la vit marcher seule au bord de la mer avant l'aube. Était-ce foi? Était-ce théâtre? La question était sa force. Les poètes la comparèrent aux prêtresses antiques. Les astrologues la lièrent à des constellations. Les mystiques affirmèrent qu'elle portait une étoile dans l'œil gauche. Sa présence devint un présage, son silence une oracle. Et lorsqu'une figure devient un signe, on ne la contredit plus, on l'interprète. Elle n'était plus une femme, elle était devenue une destinée. Les traités officiels ne décident jamais réellement du destin des nations. Ils ne sont que la surface, le vernis. Les vraies décisions se prennent dans des couloirs étroits, sous des chandeliers presque éteints, entre trois murmures, un verre à moitié vide et une fatigue mal dissimulée. Elle se plaça exactement là. Elle ne parlait pas au roi, mais à leurs veilleurs de nuit, leurs confesseurs, leurs secrétaires particuliers, leurs médecins. Ceux qui les voient fatigués, ceux qui les voient hésiter, ceux qui savent que les hommes les plus puissants restent des hommes. Elle les comprenait, elle ne demandait rien, elle posait seulement une question parfois. Que désirez-vous vraiment? Et cette question, dans la nuit, sans témoin, sans masque, défait les empires. Elle savait que tout pouvoir personnel meurt, mais qu'un principe, lui, ne meurt jamais. Elle forma donc quelques âmes, jamais un groupe, jamais une école, seulement des héritiers silencieux. Elle leur enseigna trois lois. La rareté crée la valeur, n'apparaissez jamais pour plaire. Apparaître est un acte politique, le mystère précède le respect. Expliquez-vous et vous serez diminué. Le regard est une promesse. Regardez quelqu'un comme s'il était déjà celui qu'il rêve d'être, il vous suivra. Puis, une nuit, elle cessa d'apparaître. Pas de tombe, pas d'épitaphe, pas de corps, seulement une absence qui continue de travailler le monde. Et dans certaines cours, certaines salles, certains cercles, quand une nouvelle figure charismatique se lève, on dit encore « elle n'est jamais vraiment partie ». Vous avez vu son ascension, vous avez vu son art, vous avez compris que le pouvoir véritable ne se crie pas, il se cultive en silence. Alors, écoutez bien, ceux qui règnent aujourd'hui ne sont pas ceux que vous regardez, mais ceux que vous ne remarquez pas encore. Il y en a peut-être un autour de vous, il y en a peut-être un en vous. Si cette pensée vous dérange, c'est qu'elle est déjà en train d'agir. Écrivez dans les commentaires. Je vois ce que les autres ne voient pas. Ce n'est pas une phrase, c'est une permission. Abonnez-vous parce que dans le prochain épisode, nous allons parler de ceux qui n'ont pas besoin d'être aimés pour gouverner.